Bonjour ou bonsoir tout le monde, bienvenue dans Africa's Tech, votre podcast qui vous met à l'affût de la technologie et de l'innovation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'écosystème de la data. Mais attention, pas de termes techniques ici parce que nous allons parler avec un jargon simple et accessible à tout le monde. Je ne suis pas seule, avec un intervenant, un expert. Je lui laisse l'occasion de se présenter. Bonjour. Bonjour Simple. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Alors, parlez-nous un peu de vous, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites et tout ça. Massaka Lolo, directeur général de Aluba, une entreprise dans les services du numérique. Aujourd'hui, on accompagne l'entreprise dans tout ce qui est hébergement de données, formation, audit et tout ce qui est transformation numérique. Donc ça va dans des processus internes, dans tout ce qui est applicatif. Et justement, on permet à ce que les entreprises congolaises puissent se développer d'un point de vue informatique de manière globale. Ravi de vous avoir avec nous, Monsieur Lolo. Alors, l'information ou la data, on dit aujourd'hui on est dans le siècle de l'information. La data, c'est vous, c'est moi. Okay. Par rapport à ce que nous sommes en tant qu'individu, aujourd'hui, notre âge, notre poids, tous les éléments nous définissent comme de la data. Cette data, maintenant, c'est à nous de savoir et de comprendre comment nous la mettons à disposition dans justement cet espace qui est le numérique, qui englobe beaucoup d'éléments, et dans quelle mesure on est en capacité de pouvoir mieux aborder les différents enjeux qui nous concernent tous, dans la manière dont on gère cette information, dans la manière dont on transmet cette data, comment vous vous comportez quand vous avez une information, une image que vous avez, comment vous la transmettez aux autres. C'est tout cet univers-là qu'il faut essayer de bien comprendre et bien assimiler. Alors, parlons des images et des informations qu'on met sur les réseaux sociaux, sur le net. Est-ce que cela nous appartient toujours? Est-ce que nous avons le contrôle total de ces informations-là? Nous n'avons pas le contrôle total. Pour vous dire une anecdote, aujourd'hui, on a tous vécu avec Facebook l'interruption justement de toute la partie données. Il faut savoir que cette interruption-là doit nous faire prendre conscience que nos données, une fois qu'elles sont transmises, appartiennent à ce qu'on appelle des super ordinateurs qui sont hébergés généralement à l'extérieur, donc à l'étranger. L'idée, c'est qu'une fois que vous transmettez une information, l'information ne vous appartient plus. Elle appartient au super ordinateur qui, lui, va garder la donnée, garder votre information, et qui, par la suite, va être transmise à l'expéditeur final. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire comment je suis en capacité de pouvoir transmettre cette information-là et comment je la transmets sans que ça vienne nuire justement à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui justement sur cette partie-là avec les fake news, avec justement les fausses histoires qui sont racontées, qui sont inventées et qui forcément vont nuire à la crédibilité, à la réputation de quelqu'un. Et c'est tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Alors, dites-nous, quand on poste des données ou qu'on publie de la data, en cas de sinistre, avons-nous une possibilité de les récupérer après, je ne sais pas moi, un laps de temps sans les avoir en possession? Quand vous envoyez une photo, une image, une vidéo, ce que vous voulez, à travers WhatsApp, Instagram ou autre, ces données-là sont sur des super ordinateurs, comme je vous disais, et qui appartiennent aux éditeurs, à savoir ceux qui ont conçu le logiciel, à savoir WhatsApp, ça appartient à WhatsApp qui est aux États-Unis, Instagram et ainsi de suite. Donc le groupe Meta en général. D'accord ? Une fois que cette donnée est transmise là-bas, elle ne vous appartient plus. Dans le cas où vous souhaitez que cette donnée soit supprimée ou autre, il faut que vous fassiez faire une demande auprès des services de Meta, en l'occurrence, pour supprimer cette data ou en faire justement la demande qu'elle n'utilise plus. Qu'elle ne soit plus utilisée, pardon. Et là où un des points importants, et je pense qu'on peut faire le constat, des photos que vous aurez pu mettre sur Facebook il y a 15 ans, elles vont toujours rester. Et vous pouvez même faire le test, je ne vous cache pas simple, si vous souhaitez, allez peut-être, si vous avez posté quand vous étiez peut-être plus jeune, des photos, allez voir en tapant votre nom et prénom, peut-être que ces photos-là réapparaîtront. Mes données, mes photos, mes informations ne m'appartiennent plus. Oh là là, mais c'est ça justement là où la compréhension de chacun dans le numérique, on a tous un enjeu. C'est déjà dans notre manière d'échanger ces informations-là. Comment on le prend? Moi, j'ai une information, par exemple, ce que j'ai même pu constater ici, que ce soit en RDC comme partout, on transmet des fois des informations confidentielles.
des informations de ministères, de personnalités publiques. Comment nous, acteurs du numérique, nous contribuons à ce que cette donnée-là ne soit pas, vienne pas décrédibiliser, voire limite mettre en danger, parce que quelque part, des fois, il y a des données qui sont envoyées qui peuvent être dangereuses pour la personne si elle est transmise. Donc, à vous aussi de pouvoir prendre conscience de ça et de se dire quelle est l'action que je veux faire, quel est l'impact que j'aurai derrière. Et c'est là où je pense que nous tous, comme nous sommes, pour éviter, parce qu'on le voit aujourd'hui dans d'autres pays qui sont eux très très développés et qui, on voit bien que les revers justement de toute cette partie numérique qui crée du harcèlement, des stress, dans certains cas, des cas plus extrêmes où il y a des meurtres, tout se passe par justement ces applications-là. Et je pense que nous, aujourd'hui en RDC, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, on a la possibilité justement de pouvoir sensibiliser, mettre un accent sur cette partie-là et surtout de se dire comment gérez-vous vos données. Ok, les cyberharcèlements, on n'est pas encore arrivé à ces stades-là, heureusement ou malheureusement pour nous, mais que faire ou comment faire pour être en sécurité en ligne? Quelles sont vos recommandations ou votre avis sur les sujets? Moi, je dis toujours, ce que l'on ne voit pas, on ne sait pas. Donc vous ne saurez pas si je ne vous montre pas. Il y a des choses qu'il faut que vous soyez justement en mesure de pouvoir vous dire qu'est-ce que je garde pour moi et qu'est-ce que je veux partager. Aujourd'hui, on a tendance à comparer le réel et l'irréel et le virtuel. Prenez en compte qu'aujourd'hui, les informations familiales n'ont pas lieu d'être sur le net. Et beaucoup de personnes ne savent plus comprendre ça en fait. Mélange. On a l'impression que le virtuel devient réel. Or, ce que vous ne voyez pas, vous ne savez pas. Donc à vous, et c'est encore une fois, c'est une prise de conscience personnelle, comment vous mettez ça en application dans votre quotidien. Est-ce que ces informations-là, par exemple, je suis dans un mariage de ma famille ou je suis dans une dot, est-ce que je dois publier la dot de mes proches? Rien ne nous oblige de le faire, mais par moment, on a le sentiment que le fait de partager ça, on est entre guillemets dans la réalité. Or, on ne prend plus le temps d'apprécier le moment. Je prends un exemple, regardez les concerts. Les gens ne regardent pas le concert, ils filment le concert. Vous venez regarder un concert, un moment qui va durer 1 heure ou 2 heures, mais vous filmez. Vous n'allez même pas pris conscience que c'est un moment qui ne va peut-être pas avoir lieu une deuxième fois, parce que les artistes, des fois, ils arrêtent leur carrière, mais vous êtes là et vous filmez. Des fois, c'est un peu incompréhensible. On rate carrément l'occasion et j'ai comme l'impression que les gens préfèrent être plus vus en ligne que vivre réellement leur vie. La vie, il n'y a plus vraiment cette barrière là entre la vie réelle et la vie virtuelle. On a vraiment, comme vous venez tout juste de le dire, l'impression que c'est en fait la même chose. Quelqu'un est malade, il poste, en tout cas tous les événements sont postés en ligne. Et là, on vient de nous apprendre que tout ce qu'on poste, ça ne nous appartient plus. C'est vraiment, je pense, un réel danger et une information très capitale pour nos auditeurs. Vous avez parlé de votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que vous faites exactement? Aujourd'hui, justement, je vous ai pris 3 points. L'hébergement. Aujourd'hui, justement, avec la loi du numérique, le livre 3 et 4, en l'occurrence, qui parle du stockage de données, nous, on intervient, on sensibilise les entreprises congolaises, justement, à faire en sorte de mettre les données des Congolais au Congo. Suite à la vision du président de la République, qui a justement, dans le plan national du numérique, a imposé dans le cadre de la loi du numérique, que toutes les données des Congolais soient rapatriées au Congo. Donc on n'ait plus des données qui soient à l'étranger et qui justement pénalisent la souveraineté du Congo. Donc très clairement, je prends l'exemple, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas à avoir des hôpitaux autres qui hébergent des données, par exemple, aux États-Unis. Aujourd'hui, un exemple tout concret, un jeune ingénieur ou bien un jeune technicien qui développe une application n'a pas lieu d'être de pouvoir héberger son application par les grands acteurs du cloud, par exemple. Il peut aussi demander justement, et ce que l'on propose nous comme service, de demander auprès d'Amuba, je souhaite héberger mon application chez vous, quelles sont les conditions? Sur cette partie-là, nous sommes en capacité de vous accompagner et de pouvoir justement vous proposer des solutions adéquates. Deuxième point, derrière, on a parlé de l'hébergement après la formation. Il y a un constat qu'on dresse, c'est qu'aujourd'hui, on a un vivier au Congo qui est juste énorme. Je prends le cas aujourd'hui en Occident, on a des pénuries d'ingénieurs et de techniciens qui sont pourtant de 47 000, et là le chiffre va encore passer à 50 000 dans peu de temps. Aujourd'hui au Congo, on a une moyenne d'âge de moins de 25 ans, avec des gens actifs. Quand je vois ce potentiel-là, parce que
On parle beaucoup, aujourd'hui c'est vrai, la RDC, on a une richesse au sol qui est juste énorme. Mais je pense que les gens doivent comprendre que la richesse au sol c'est une chose, mais la richesse démographique c'en est une autre. Et c'est là où on a tout notre carte à jouer. En 2050, on fera partie des 3 pays les plus peuplés du monde. Ah bon? Avec une estimation de plus de 200 millions de personnes. Mais c'est énorme. Avec une population qui aura moins de 22 ans. Je vous laisse imaginer l'impact que vous donnez justement si aujourd'hui, je prends l'exemple d'un petit jeune que vous formez aujourd'hui à 18 ans. Formé à 18 ans, aujourd'hui on estime que pour avoir à atteindre le côté senior, il faut 10 ans. 18 ans, 28 ans. 28 ans, c'est très jeune. Très jeune. Vous mettez encore 28 ans plus 10 ans. Les seniors plus 38 ans, c'est très jeune. Vous voyez toute cette capacité-là, là où on arrive dans certains pays, surtout en l'occurrence en Occident, où on a des entre guillemets, on n'a pas cette régénération des profils, et on arrive justement à des cas de figure où on a des emplois qui sont justement non pris parce qu'il n'y a personne. Et ça, justement, cette problématique, nous, on n'a pas en RDC. On a ce vivier-là. Par contre, il faut insister sur l'aspect formation. Et c'est là, simple, je voudrais ajouter, c'est que, et j'en parle à toutes les personnes qui nous suivent, c'est que on a ces talents, c'est juste qu'ils ont besoin d'émerger et qu'ils prennent conscience de leur valeur. C'est qu'aujourd'hui, une jeune Congolaise ou un jeune Congolais se disent que moi, dans l'univers du numérique, les enjeux, ils sont aussi pour moi. Moi, aujourd'hui, j'aurais voulu, et ce que je souhaite, moi, à travers même ce que je propose en formation, c'est que tous les ingénieurs viennent du Congo. On a la capacité de l'avoir, en fait. Rien qu'avec notre jeunesse, comme je viens de le citer, 18 ans, 28 ans, 28 ans, 38 ans, et à 48 ans, je vous laisse imaginer, c'est même un entrepreneur en puissance, et vous créez tout ça. Vraiment, tout ça est très impressionnant. Mais dites-moi, avez-vous de difficultés dans le recrutement? Certes, la jeunesse est en pleine croissance et tout, mais est-ce que ces jeunes-là possèdent des compétences adéquates pour travailler dans votre entreprise ou votre structure, par exemple? Simple, j'ai beaucoup de problèmes. Je vais vous dire, j'ai reçu 150 CV en l'espace de 3 mois. Je cherchais un administrateur système. Pour avoir un administrateur système, j'ai dû faire 70 CV. Et encore, la manière dont les personnes se présentaient, j'avais le sentiment par moment, mais je me dis, c'est pas possible. Je me dis, on est dans un pays où tout le monde va me dire, j'ai fait l'ISTA, j'ai fait l'ISP, j'ai fait toutes les universités uniques. J'écoutais, je regardais les CV, je dis, ok, mais quand je vais rentrer dans la partie un peu plus technique, là, je perdais tout le monde. Et je me suis posé la question, mais avons-nous, et c'est là où je pense que nous, acteurs économiques comme acteurs politiques, on a tous notre rôle à jouer, même acteurs publics, on a tous notre rôle à jouer. C'est que derrière, on doit aussi se rendre compte qu'il faut aussi se former. De nos jours, aujourd'hui, il est plus intéressant de regarder YouTube qui donne toutes les possibilités de se former que d'aller sur TikTok. Ça aussi, c'est un cas où beaucoup de gens vont passer plus sur TikTok, Snapchat ou autre, alors que sur YouTube, c'est juste une mine d'informations. Donc prendre conscience de ça et surtout d'être autodidacte. Je prends souvent l'exemple, moi je le vois dans les formations et les certifications qu'on propose. J'ai un jeune justement qui me disait, mais la certification coûte 4 000 $. Et derrière, je lui dis, mais dès que vous avez la certification, salaire annuel en junior, vous êtes 200 000 $. Donc, ça vaut le coup. Je lui dis, ça vaut le coup. Je dis, ne regardez pas la cause, regardez la conséquence. C'est ça qui va être le plus important. La cause ne sera juste le reflet de ce que vous pensez à ce moment-là. Par la suite, à vous justement de mettre en sorte que les conséquences vous soient positives. C'était donc la première partie de notre podcast Africa's Tech. Je vous laisse pour la deuxième partie avec Enoch Emporio. À très bientôt. Et c'est une chronique. Justement, j'avais prévu une question, mais avant de la poser, j'aimerais savoir, est-ce que tu avais une chose en tête que tu voulais qu'on te demande, qu'on n'a pas forcément demandé au sujet de la data, de l'écosystème, et surtout encore avec votre expérience et votre activité avec votre startup, quelque chose que vous voudriez partager avec nous? Un des points justement que je souhaiterais partager, c'est surtout que dans les entreprises congolaises, de bien prendre conscience qu'à un moment donné, une infrastructure, c'est certains coûts. Mais il est aussi important de ne pas se focaliser que sur le coût. Comme je dis souvent, des fois, ça coûte plus cher de faire moins cher.
Ah ouais. On se dit par moment que ça va aller parce que j'ai des coûts, je dois respecter les coûts, mais au final, ce n'est pas forcément la bonne approche. Donc l'idée dans tout ça, c'est de peut-être partir de très bas, d'avoir une petite infrastructure, des fois qui ne coûte pas forcément grand-chose, mais de partir de bas et au fur et à mesure de monter. Je pense que beaucoup ont encore une idée reçue du qu'est-ce qu'un data center, qu'est-ce qu'une grosse infrastructure. Une infrastructure ne requiert pas forcément de beaucoup d'éléments dans un premier temps. De savoir justement sur l'investissement, sur l'infrastructure. Moi, je me demande comment on peut toujours parler encore d'investissement sur l'infrastructure alors qu'on parle déjà de cloud computing. Est-ce qu'on peut toujours, est-ce qu'il est impératif d'avoir une infra alors qu'on peut investir dans le cloud? Aujourd'hui, tout dépend de la stratégie que vous allez aborder parce que aujourd'hui, parler de cloud computing, c'est d'abord de savoir comment vous voulez gérer votre data. À savoir, quand on parle de cloud computing, vous pouvez faire, comme je dis souvent, du cloud on-premise. Quand on dit on-premise, ça veut dire sur place, qui vous appartient, ou bien du cloud, externalisé. Là, très clairement, on passe par des providers qui, eux, justement, vont vous proposer de l'espace disque. Quand vous avez ces deux éléments-là, à vous de vous dire maintenant qu'est-ce que, sur les datas que l'on a, quelles sont les priorités, quels sont les documents confidentiels et non confidentiels. Dès lors que vous savez scinder les deux, après d'ailleurs, rien ne vous empêche de pouvoir faire du on-premise sur place avec une petite infrastructure. Ou si vous avez des documents non confidentiels, non souverains, là par contre, vous pouvez les mettre clairement sur du cloud provider, chez les providers comme on connaît, AWS, Azure et ainsi de suite. Mais vous avez parlé de donner une information souveraine ou confidentielle. Alors, c'est les deux. Souveraine et confidentielle, c'est pareil. C'est, on va dire, non confidentiel ou non, qui n'ont pas d'impact sur l'entreprise ou sur un État. Donc là, ça, vous pouvez mettre ça sur du cloud, ce qu'on appelle généralement les données froides. Les données qui ne sont pas essentielles ou utiles à une nation ou bien à une entreprise. Ça, vous pouvez mettre ça sur le cloud parce que ça peut être une banque d'images, par exemple, ou autres qui n'ont pas de notion à être, entre guillemets, dérobées ou bien pris par des potentielles cyberattaques. Alors, on sait déjà que ces providers consistent de mastodontes de l'industrie tech. Vous pensez vraiment que loger ces données dans leur serveur représente un danger pour l'intégrité de la donnée? Encore une fois, c'est une approche qu'il faut avoir. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le cloud, c'est mauvais. Non, le cloud aussi a ses côtés bénéfiques, donc il ne faut pas non plus diaboliser le cloud. Cependant, il faut toujours avoir justement faire cette part des choses et bien comprendre qu'est-ce que l'on souhaite externaliser et qu'est-ce que l'on souhaite garder. Ça, il ne faut pas forcément... j'entends beaucoup en RDC, mais vu le contexte congolais, avec les coupures qu'on a autres, non. Sachez encore une fois, faire du moins cher peut coûter plus cher. D'accord. Donc, quand vous me faites en prenant en compte que ça va peut-être me coûter, je prends l'exemple, une fourchette, peut-être $15 de pouvoir héberger mes données à l'extérieur. Sur le moment, vous dites oui, mais le jour où vous avez un problème, c'est plus $15. Il faut, chose que la plupart des personnes qui nous suivent doivent savoir, sortir du cloud, c'est payant aussi. Ah oui. Ah oui, quand vous sortez du cloud, justement, il y a une participation à l'entrée et une participation aussi en sortie. D'accord. Donc ça, les gens, pour que tout le monde comprenne bien, c'est que le cloud, c'est pas non plus quelque chose, entre guillemets, qui est totalement gratuit. Aujourd'hui, à notre petit niveau, on a des petits drives, et vous voyez bien, on a une limite qu'on ne peut pas dépasser, sinon que comment ça devient payant. On peut déployer le cloud computing en RDC avec la connectivité aussi qu'on peut qualifier de merde. Excusez-moi le terme. Non, c'est un point important. Après, moi, je suis toujours optimiste. Je pense qu'on ne peut pas toujours tout pointer du doigt et toujours trouver des problèmes. D'accord. À un moment donné, pour moi, un problème, il y a une solution. Donc maintenant, c'est aussi de se mettre en ordre de marche. Et je pense qu'il y a aussi un travail à faire entre les acteurs aussi, les telcos et ainsi de suite. Ça aussi, c'est tout le monde. Hein. Je pense que tout le monde est impliqué. C'est tout un écosystème. Ça ne dépend pas que, entre guillemets, d'une entreprise en elle-même. C'est aussi tout ce qu'il y a derrière. Donc je pense qu'il faut aussi se dire qu'il y a des améliorations à faire. Hein. Je pense qu'on a tous eu le cas où, il y a quelques temps, la ligne Vodacom ne fonctionnait plus. Et puis, il y avait un autre réseau qui fonctionnait. C'est ça. Donc je pense que c'est tous compris et tous les acteurs doivent se mettre en ordre de marche pour à ce que comment vous le dire, à ce que nous, acteurs et consommateurs du numérique, ne puissions pas être impactés par ces choses-là. Moi, de mon côté, j'avais prévu une question, une seule. Okay. Je m'étais assez renseigné sur vous et votre entreprise.
et j'ai même assisté à votre panel à la Semaine française de Kinshasa. En fait, la récupération informatique, la récupération de données. Il y a une différence entre les deux? Non, c'est global. Quand on dit récupération de données, c'est qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de backup. D'accord. Qui aujourd'hui se reposent beaucoup sur des données locales sans pour autant avoir un site secondaire ou un site de secours. Donc dans le cas où justement les problématiques qu'on rencontre au Congo, coupure d'électricité ou autre, vous faites comment s'il n'y a pas de backup? Donc ça veut dire que vos données qui sont là, elles sont pour malheureusement la plupart perdues. Donc c'est sur cette partie-là et là où justement Amoeba s'inscrit, c'est plus sur la partie récupération et la donnée en elle-même, c'est de pouvoir sécuriser cette donnée-là. C'est de se dire que de bout en bout, c'est sur toute une chaîne de valeur, entre le moment où vous allez héberger vos données, vous avez aussi cette réplication pour faire face justement aux défis quotidiens qu'on rencontre avec les coupures d'électricité et de mettre ça justement en perspective et de se dire que on a justement la mise en place d'éléments de recovery, de backup, pour permettre à si votre problématique en local ne vous permet pas de le faire, nous on est en capacité de pouvoir vous accompagner sur cette partie-là. D'accord, mais alors, la toute dernière, avant qu'on puisse clore ce podcast, c'est votre avis personnel, vu de l'extérieur. On peut vous qualifier de diaspora, logiquement. Oui. Vu de l'extérieur, quel est l'état des lieux de la technologie en RDC, déjà du fait que vous êtes maintenant acteur dans cet écosystème? Moi, j'ai envie de vous dire, la nature a horreur du vide. D'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, la vision que j'ai, c'est il y a des choses à faire. Qu'il faut pas. Je vois aujourd'hui en RDC. Vous avez constaté un vide? Il y a un vide. Très clairement, il y a un vide parce que même dans ce que je propose, j'ai pu sonder un peu le marché. On propose très peu. Très peu de personnes le proposent. Donc, s'il y a très peu, c'est qu'il existe quand même de gens. Je pense qu'on ne se rend pas compte. La RDC, c'est un pays continent. Tout à fait. Donc, quelque part, celui qui prétend qu'en RDC, il va réussir tout seul, même si aujourd'hui les opportunités sont là, mais c'est tellement important, c'est trop grand. C'est trop grand. Donc, je le prends aujourd'hui parce que d'un point de vue économique, Kinshasa est aujourd'hui là où tout se passe. Mais demain, rien ne nous empêche que ce soit à Bukavu, à Kisangani, à Lubumbashi, à Kolwezi. Donc on le voit bien un peu avec ce qui se passe côté de Lubumbashi. Demain, rien ne nous empêche que ce soit là-bas. D'accord. Et donc ça veut dire que vous avez déjà des ambitions d'expansion géographique hors Kinshasa? Aujourd'hui, pour moi, étant originaire de la RDC, pour moi, la RDC, ce sera le hub principal. Et l'idée à long terme, c'est de faire des satellites sur tout le continent. Très clairement, aujourd'hui, les projections sont aller attaquer des marchés qui sont un peu plus matures sur cette partie-là. D'accord. Donc très clairement d'aller voir sur la partie Est, sur la partie Tanzanie, Kenya et Éthiopie qui sont assez bien développés. D'accord. Sur la partie aussi Ouest, avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire aussi qui ont pris justement le bon train par rapport à ça. On l'a vu avec la CAN là, qui s'est passée où la Côte d'Ivoire était très très bien équipée justement sur cette partie numérique. D'accord. Je vais vous dire, on va apporter notre pierre à l'édifice. Voilà, c'était donc Lolo Masaka, directeur général et fondateur de Amoeba. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Très bien dit. Alors, merci. Et c'était donc Enoch, accompagné de Simple, pour le podcast Africast Tech. Merci de nous avoir suivis. Et on se donne rendez-vous. Restez branchés et n'oubliez pas de vous abonner et de partager également. Merci et ciao.